Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'atelier numérique Google en ligne. J'espère que vous allez bien en ce lundi matin. On se retrouve aujourd'hui donc dans le cadre de la journée spéciale Retail et nous on va se poser la question comment générer plus de trafic vers son point de vente. On va commencer tranquillement. Je vois qu'il y a déjà certaines personnes qui sont connectées dans le chat. N'hésitez pas à nous faire signe s'il y a un quelconque problème technique ou tout simplement nous dire si vous entendez bien et si vous voyez bien. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Je vais commencer par me présenter. Donc moi je m'appelle Fanny, je suis coach Google dans l'équipe des coachs du programme Google Atelier Numérique. C'est moi qui vais présenter cette conférence aujourd'hui et pour ça je suis accompagnée de Chloé qui est présente dans le chat et qui pourra répondre à vos questions, vous envoyer les liens utiles et interagir avec vous directement dans le chat. Donc n'hésitez vraiment pas à lui poser vos questions. Pour participer, il faut que vous soyez bien connecté à votre compte. Chloé vous l'a précisé. Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. J'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine de live YouTube. Et n'hésitez pas à nous faire signe, à nous dire que c'est bien OK de votre côté, que vous m'entendez bien et que vous voyez bien l'écran. J'ai moi aussi un œil sur le chat, donc je peux voir directement vos remarques et vos questions éventuellement. Bonjour tout le monde. Hop, je vois que le nombre de participants augmente un petit peu. On va attendre encore 2 petites minutes avant de commencer la conférence. OK pour le son et l'image, super, merci. Tout est bon pour moi également. C'est parfait. On va pouvoir commencer dans de bonnes conditions alors, si tout le monde entend bien. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va présenter rapidement Google Atelier Numérique. Donc c'est un programme de formation qui est entièrement gratuit, accessible à tous et qui a pour objectif de vous accompagner, vous les Français, dans le développement de vos compétences numériques à différents niveaux. Aujourd'hui, on va parler de marketing digital. C'est une des thématiques qu'on aborde dans nos formations, mais il y en a également d'autres comme la sécurité en ligne ou les premiers pas également sur Internet ou d'autres sujets qui sont proposés par nos partenaires. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver directement dans le programme. Chloé vous le mettra certainement dans les commentaires tout de suite ou alors plutôt à la fin de la conférence. Et sachez aussi que vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous personnalisés avec un des coachs de l'équipe. Donc si vous avez des questions vraiment précises sur votre projet, votre activité à vous, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous à l'issue de cette conférence si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Bonjour tout le monde, ceux qui sont en train de nous rejoindre. Et donc ce programme Google Atelier Numérique, il a été créé en 2012 et il a bien évolué depuis. À partir de 2018, on a commencé à ouvrir des ateliers, des espaces physiques. Donc on en a 4 en France, mais ces ateliers étant fermés pour le moment en raison du contexte un petit peu particulier, on a décidé de vous proposer ces conférences directement en live sur YouTube. Donc on vous en propose 4 par jour, toute la semaine, du lundi au vendredi. Pour continuer à vous accompagner dans ce contexte un petit peu compliqué pour certains. Voilà, Chloé vous a mis le programme de toutes nos conférences dans le chat. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment générer plus de trafic vers son point de vente. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à penser que le e-commerce est en train de tuer le commerce en magasin physique, les commerces de proximité. Eh bien, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que au contraire, les outils numériques vont nous permettre de booster ce trafic vers le point de vente. Notre visibilité en ligne peut nous permettre d'attirer plus de monde dans nos magasins, dans nos commerces de proximité ou autres établissements physiques.
Donc comment générer plus de trafic vers son point de vente, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour ça, on a 3 objectifs. Donc le premier, c'est de maîtriser les fondamentaux du Web to Store. Donc le Web to Store, c'est un terme qu'on va définir un petit peu après. On verra comment toucher ces prospects pour les attirer dans nos points de vente, dans nos commerces de proximité notamment, et comment garder le contact avec nos clients. C'est un point très important de manière générale et qu'il a été d'autant plus ces dernières semaines avec la crise qu'on a traversée. La plupart des commerces étant fermés, il fallait réussir à garder ce contact avec les clients et on va voir un petit peu quels sont les outils qui nous permettent de le faire et qui nous permettent de fidéliser aussi nos clients pour qu'ils reviennent le plus souvent possible dans nos magasins, dans nos points de vente. Tout le monde a l'air OK pour le son, l'image, etc. Donc on va pouvoir commencer avec cette petite vidéo. Je vous laisse regarder la vidéo. N'hésitez pas à me faire signe s'il y a un problème de son. J'ai testé juste avant, normalement ça devrait passer, mais s'il y avait un quelconque problème de son, que vous n'entendez pas le son de la vidéo, n'hésitez pas à nous le dire. Auquel cas on vous redirigera vers la vidéo, enfin vous pourrez aller la regarder peut-être après la conférence. Hop, je lance la vidéo. Je suis tombé dans le monde de la moto en tombant de moto. J'avais 8 ans. J'ai piqué la moto de mon papa et je me suis baladé avec. Je me suis cassé la figure. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose de fort entre nous. Je me suis dit, ça c'est ma vie. Je suis Jean-Christophe Baudelot, propriétaire de Legend Motors, situé en plein cœur de l'île. Ce qui fait vraiment la différence, c'est que chaque moto est unique. Chaque moto arrive de très loin. Ces machines-là, on les verra nulle part ailleurs qu'ici. Il est important de trouver de nouveaux clients chez nous, en tout cas, parce que une fois que vous avez acheté une moto, vous n'en achetez pas une le lendemain. Quand les gens recherchent Legend Motors sur Google, je veux qu'ils me trouvent facilement. Google aide les gens à voir ce que Legend Motors a vraiment d'unique. Ils voient immédiatement qu'on a ce qu'ils recherchent. Ce que j'aime après la vente de mes motos, c'est garder un lien serré, un contact vraiment avec mes clients. Quand un client achète une moto, il fait partie d'une communauté, de la nôtre. On fait en sorte que ces gens-là ne roulent jamais seuls. Alors j'espère que vous avez bien pu profiter de cette vidéo. De mon côté ça marchait bien mais c'est normal, j'espère que c'était le cas de votre côté également. Sinon Chloé vous a mis le lien dans les commentaires pour accéder à la vidéo après la conférence. Et en partant du principe que vous avez bien vu et bien entendu ce qui se passait dans cette vidéo, j'ai volontairement, je ne l'ai pas introduite cette vidéo pour pouvoir vous poser la question, à votre avis, pourquoi on vous montre cette vidéo et est-ce que vous avez reconnu, enfin est-ce que vous connaissez l'outil dont le propriétaire de ce magasin a parlé dans la vidéo. Est-ce que ça vous parle, cet outil Google My Business? N'hésitez pas à me donner la réponse directement dans les commentaires. On a un petit peu de latence entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez, donc c'est normal que je mette des fois un petit peu de temps à réagir à ce que vous dites dans les commentaires, mais l'idée c'est que ce soit quand même un petit peu interactif malgré le format. Donc n'hésitez pas à interagir suite à cette vidéo. À votre avis, pourquoi on vous montre cette vidéo et quel est l'outil qui a été présenté également dans cette vidéo. Alors, Elsie nous dit JMB. Ok. Alors oui, c'est comme un site vitrine. Tatiana nous dit utilisé pour nos boulangeries, nous dit Jean, tout à fait. Donc l'outil en effet s'appelle JMB, c'est l'acronyme pour Google My Business. C'est un outil dont on va beaucoup parler aujourd'hui puisque c'est presque l'outil le plus important quand on parle de référencement local et c'est le sujet du jour. Google My Business permet d'avoir toutes les infos concernant un commerce, adresse, horaire, photo, avis, lien vers un site web.
Tout à fait. On peut aussi avoir des visites virtuelles directement de notre commerce, de notre local dans JMB. Tout à fait. Bon, je vois que vous connaissez déjà cet outil pour la plupart. Doit-on utiliser même si on n'a pas de magasin physique? Alors c'est une bonne question. Est-ce qu'on doit utiliser Google My Business quand on n'a pas d'établissement physique? Eh bien pourquoi pas, même si la première vocation de cet outil c'est d'avoir une fiche d'identité un petit peu sur Google pour notre établissement physique. On peut imaginer aussi l'utiliser pour d'autres types d'entreprises pour pouvoir bénéficier notamment de la fonction avis qui est très intéressante sur cet outil. Mais on va y revenir, vous inquiétez pas, tout au long de la conférence, on va souvent en parler de Google My Business. Merci pour vos réponses, en tout cas dans les commentaires. Et on va poursuivre avec encore une petite histoire. Donc imaginez que vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire que vous venez d'acheter un nouvel appartement, que vous êtes en train d'aménager et passionné de cinéma, vous aimez pouvoir regarder vos films sur grand écran. Donc qu'est-ce que vous allez vouloir acheter? Eh bien tout simplement un vidéoprojecteur. Donc vous avez l'idée d'installer un vidéoprojecteur dans votre nouvel appartement pour pouvoir regarder vos films sur grand écran. Ok, super, comme ça a l'air tout simple, mais il va falloir quand même que vous fassiez quelques petites recherches. Déjà, cette idée, vous l'avez eue parce que vous avez surfé un petit peu sur Internet, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, dans une vidéo YouTube, ou un autre support de ce style-là. Donc cette idée, vous l'avez et vous vous dites, je vais essayer de faire pareil, je peux le faire, je suis capable d'installer exactement la même chose chez moi, une petite planche en bois comme ça, pour mon vidéoprojecteur. J'ai vu ça sur Internet, ça a l'air tout simple. Donc la première chose que je vais faire, c'est essayer de trouver un moyen d'installer ça simplement. Et pour ça, en faisant mes petites recherches, je tombe sur une chaîne YouTube qui a été créée par Castorama et qui s'appelle 18h39. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, c'est également un site internet où on retrouve énormément de conseils en termes de décoration, d'aménagement, etc. Je vous tombais sur cette vidéo tutoriel qui vous explique comment installer votre vidéoprojecteur avec cette petite planche en bois. C'est design, c'est sympa et ça a l'air simple à faire. Donc en visionnant la vidéo tutoriel, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'une perceuse visseuse parce que vous n'avez pas ça en votre possession et il va falloir en acquérir une pour pouvoir arriver au résultat que vous souhaitez et pour pouvoir installer votre vidéoprojecteur. Donc vous avez besoin de cette perceuse visseuse. Alors qu'est-ce que vous allez faire tout naturellement? Eh bien vous allez aller faire une petite recherche sur votre moteur de recherche pour trouver le magasin de bricolage le plus proche de chez vous qui propose ce type de produit. Et vous tombez tout naturellement sur Google My Business avec différentes fiches et notamment le magasin Castorama qui est ouvert et qui vous propose ce produit. Donc vous vous rendez en magasin et vous avez même la possibilité de tester le produit directement dans le magasin. Donc pour être sûr que c'est exactement ce qu'il vous faut, vous allez pouvoir le tester. Et donc vous êtes convaincu, c'est cette perceuse visseuse qu'il vous faut. Alors vous en faites l'acquisition et vous allez pouvoir réaliser ce que vous vouliez faire dans votre appartement, installer ce vidéoprojecteur sur cette petite planche en bois. Ça ressemble presque à la vidéo tutoriel que vous aviez trouvée et vous êtes du coup super content, super fier, c'est génial. Voilà un petit peu cette petite histoire pour introduire le sujet. Alors pourquoi je vous ai raconté ça? Eh bien tout simplement parce que ça récapitule un petit peu le parcours de l'utilisateur sur Internet avant de se rendre en magasin. On va avoir une première phase de notoriété où on va trouver l'idée de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut acheter, de ce qu'on veut reproduire. On va ensuite faire une recherche dite locale, c'est-à-dire qu'on va rechercher un magasin proche de chez nous. Donc là, la recherche a été faite sur Google et on est tombé sur la fiche Google My Business de Castorama. On a pu voir les horaires d'ouverture, ça correspondait au moment où on voulait se rendre dans le magasin. Donc on se rend en magasin, on teste le produit, on l'achète et ensuite on peut installer notre vidéoprojecteur. Et la phase d'après, ce sera la phase de fidélisation, mais ça on y reviendra plus tard. Donc voilà un petit peu le parcours utilisateur simplifié, disons,
sur lequel on va se baser un peu aujourd'hui pour répondre à notre question comment générer du trafic vers son point de vente. Et tout ça nous mène à notre agenda du jour. Donc on va aborder ce sujet en 4 étapes. Pourquoi est-ce que c'est important de générer du trafic vers son point de vente? Et d'ailleurs, vous pouvez dès maintenant commencer à répondre à cette question dans les commentaires. À votre avis, pourquoi c'est important? Pourquoi vous participez à ce live? J'imagine que c'est que vous avez un point de vente et que vous voulez générer du trafic. Donc pourquoi est-ce important de générer du trafic vers son point de vente? Comment soigner sa présence en ligne grâce au référencement local, hein, c'est un terme sur lequel on va revenir souvent aussi, le référencement local. Comment communiquer sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, mais également pour garder le contact avec nos clients, avec nos prospects. C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. J'espère que cet agenda vous convient. Et on va pouvoir commencer avec cette première partie. Pourquoi est-ce que c'est important de générer du trafic vers son point de vente? Alors si vous avez quelques éléments de réponse à me donner là-dessus, ça m'intéresse. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Quel est l'avantage de faire venir nos consommateurs dans nos points de vente plutôt que de les faire acheter en ligne? Pour continuer à faire du chiffre d'affaires et garder les clients. Tout à fait logique. Merci Jessie. Qu'est-ce qu'on peut proposer dans nos points de vente qu'on ne proposerait pas par exemple sur notre site e-commerce? Gagner de la visibilité, des clients. En effet, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que vraiment les outils numériques, les stratégies de marketing digital qu'on va pouvoir mettre en place vont nous permettre d'attirer nos clients, nos prospects dans nos points de vente. Pour les fidéliser, en proposant une expérience originale ou en tout cas vraiment particulière en point de vente par exemple. Fidéliser à augmenter le panier moyen, tout à fait, des conseils personnalisés, du conseil, une offre de service, tester les produits, super. C'est exactement ça. Et ce qu'on va voir en premier, c'est d'abord quelques chiffres. Il y a un élément, un outil très important qui nous sert de plus en plus aujourd'hui, c'est le mobile. On dit que le mobile, il sert le magasin physique. En effet, on va aujourd'hui énormément s'appuyer sur des stratégies mobiles, c'est-à-dire des stratégies de marketing qu'on va déployer principalement sur cet appareil mobile pour ramener du trafic dans nos points de vente, dans nos commerces. On a quelques chiffres aujourd'hui qui nous disent que 79% des e-commerçants constatent que le site web participe à l'augmentation de la fréquentation en magasin physique. 63% estiment qu'il participe à l'augmentation du chiffre d'affaires en boutique et 42% y voient l'opportunité d'un élargissement de la zone de chalandise. En effet, grâce à Internet, on va pouvoir toucher plus de monde et inciter les clients à venir dans nos magasins, alors que peut-être que sans Internet, ils ne nous auraient tout simplement pas connus, puisqu'ils ne passent pas souvent dans le quartier où on a notre point de vente, par exemple. On peut imaginer différentes raisons, mais en tout cas, ça va nous permettre vraiment d'élargir notre zone de chalandise. On va vraiment s'appuyer sur les outils numériques pour ramener du trafic en magasin et ça va nous permettre également d'augmenter le chiffre d'affaires en boutique. Donc voilà quelques chiffres sur le mobile. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'aujourd'hui, le mobile, c'est vraiment un outil sur lequel on s'appuie à différentes étapes de notre parcours d'achat. Les e-acheteurs équipés d'un téléphone mobile utilisent leur mobile pour différentes raisons. On a 4 exemples sur cette slide. Vous allez certainement vous reconnaître dans ces chiffres-là. 56% nous disent qu'ils font des recherches avant l'achat d'un produit ou d'un service directement sur leur téléphone. 56% vont s'en servir pour suivre leurs achats sur Internet s'ils ont décidé d'acheter en ligne. 52% vont rechercher et localiser des magasins. Donc là, c'est un point qui nous intéresse. Localiser des magasins, c'est un point important. C'est notamment ce que nous permet de faire la fiche Google My Business.
38% vont se servir du téléphone pour s'orienter en magasin, comparer les prix, les infoproduits et consulter les avis clients. En effet, on est de plus en plus de consommateurs à sortir notre smartphone quand on est directement dans le rayon du produit qui nous intéresse, quand on hésite un petit peu, quand on veut être sûr qu'on le trouve au meilleur prix, on va consulter notre téléphone pour être un petit peu guidé dans notre achat. Donc le mobile, il nous sert à différentes étapes du parcours d'achat et nous, en tant que marketeurs, on va essayer justement d'apparaître dans toutes ces étapes et de pouvoir fournir les informations qui sont importantes pour les acheteurs. C'est ça qui va les inciter aussi à venir dans nos magasins. Et il y a un chiffre qui est certainement le plus important et qui répond bien à la question pourquoi générer du trafic dans nos points de vente, c'est que 28% des e-acheteurs ont profité du retrait d'une commande dans un point relais ou un magasin pour acheter d'autres produits dans ce magasin. Donc c'est-à-dire que l'achat en point de vente, il va vraiment booster ce qu'on appelle les achats additionnels qu'on n'avait pas forcément prévu d'acheter, mais qu'on va finalement ajouter à notre panier lorsqu'on est dans le point de vente. Chose qu'on va faire moins facilement quand on est sur un site e-commerce. Quand on est dans le point de vente, on aura peut-être un vendeur ou une vendeuse qui nous conseillera et qui nous incitera à acheter un produit en plus pour notre achat du jour. Je vois qu'il y a eu d'autres réponses du conseil, tester les produits, une offre de service, leur apporter le conseil, tester directement les produits, ok, tout à fait. C'est vraiment ce qu'on peut offrir comme expérience différente en magasin comparé à un site e-commerce, c'est le fait de donner du conseil, de permettre de tester un produit, de le voir en réel. Et c'est aussi pour ça que finalement, on est encore beaucoup de consommateurs à préférer acheter sur place plutôt qu'en ligne parce qu'on a besoin de voir le produit, on a besoin de le toucher, de l'essayer éventuellement en fonction du type de produit que c'est. Et c'est pour ça qu'on va préférer encore quand même aller acheter dans nos points de vente aujourd'hui. Et comment soigner sa présence en ligne grâce au référencement local? On avait déjà un premier élément de réponse avec la fiche Google My Business dont on a commencé à parler un petit peu. Mais c'est vrai que si on veut attirer du trafic dans nos points de vente, il va falloir qu'on soit vraiment visible en ligne. Et pour cela, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le référencement local. Mais pour bien comprendre le référencement local, il faut d'abord aller regarder un petit peu ce qui se passe sur la page de résultats de recherche. Quand vous faites une recherche sur votre moteur de recherche, Google par exemple, vous allez avoir différents types de résultats. Les principaux, ça va être des résultats publicitaires, c'est les annonces que vous voyez tout en haut, c'est-à-dire que l'entreprise en question a payé pour apparaître tout en haut de la page de résultats. Ensuite, juste en dessous, en vert, vous allez avoir ce qu'on appelle les résultats naturels. C'est des pages web qui remontent en haut des résultats de manière naturelle parce qu'on aura travaillé ce qu'on appelle le SEO, le référencement naturel. Et en orange, on reconnaît tout de suite notre fiche, notre fameuse fiche Google My Business. Donc, on en a parlé déjà un petit peu, mais c'est vraiment une fiche d'identité de l'établissement où on va retrouver les informations principales. Il faut savoir que la plupart du temps, quand un utilisateur fait une recherche locale, quand on parle de recherche locale, c'est-à-dire qu'il va indiquer une zone géographique, une ville par exemple, dans sa recherche. Il cherche un restaurant à Montpellier ou un salon de coiffure à Montpellier. Il va vraiment le préciser dans sa recherche et c'est à ce moment-là généralement que les fiches Google My Business vont ressortir dans les résultats. Ça peut être quand l'utilisateur mentionne vraiment la zone géographique ou ça peut être tout simplement la géolocalisation qui va permettre à Google de proposer le meilleur résultat en proposant ces fiches Google My Business avec les établissements qui sont autour de l'utilisateur au moment où il fait sa recherche. Donc, on va aller plus en détail sur la fiche Google My Business puisque comme je vous le disais, c'est vraiment un outil, l'outil principal en référencement local et quand on veut générer du trafic en point de vente. Alors 28% des gens qui ont récupéré en point relais ou magasin ou 28% de tous les acheteurs. Non, c'est 28% des gens qui ont récupéré en point relais ou en magasin, il me semble. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris ce chiffre-là.
Voilà, tout à fait. Chloé nous le confirme. Et donc, on va s'intéresser à cette fiche Google My Business qui comporte de multiples avantages. Alors, on va sortir un petit peu de la présentation pour aller regarder des exemples de fiches. Vous voyez que moi, j'ai tapé par exemple restaurant Montpellier, puisque je suis à Montpellier, enfin juste à côté de Montpellier, plus précisément. Et quand je tape juste restaurant Montpellier sans préciser exactement le restaurant que je recherche, il va me sortir plusieurs fiches Google My Business. Si je ne sais pas exactement où est-ce que je veux aller, je vais avoir le choix entre ces différentes fiches. Si je clique ici, j'en ai beaucoup plus. Et ces fiches, elles vont être classées selon les critères de référencement de l'outil Google My Business, donc à savoir le nombre d'avis et leur qualité, les réponses aux avis, et également les posts qu'on va faire sur notre fiche, mais tout ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, quand j'ai tapé restaurant Montpellier, j'ai eu plusieurs fiches Google My Business. Si j'avais tapé juste restaurant, il m'aurait proposé, enfin si je tape juste restaurant, il me propose d'autres fiches puisque j'ai pas indiqué de localisation. Et comme j'habite pas à Montpellier mais dans un village à côté, lui il va plutôt se baser sur ma géolocalisation et me proposer les restaurants qui sont les plus proches de chez moi. Donc voilà un petit peu pour la fiche Google My Business. Et si je tape par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait... si je tape un restaurant précis, là pour le coup je vais avoir cette fiche qui apparaît où j'ai vraiment seulement la fiche du restaurant en question puisque je sais exactement où est-ce que je veux aller. Donc il y a différents affichages des fiches Google My Business, soit j'ai cherché précisément l'établissement auquel cas j'ai que sa fiche qui apparaît, soit je cherche une idée de restaurant par exemple et là je vais avoir plusieurs fiches qui apparaissent et c'est ça qui va me permettre de faire mon choix. Je vais revenir sur ma présentation. Hop. Alors, donc, la fiche Google My Business comporte différents avantages. Le premier qui n'est pas mentionné sur la slide, c'est que c'est un outil qui est entièrement gratuit. Et c'est très simple et rapide de le mettre en place. Cet outil va nous permettre d'assurer une présence sur le web et une visibilité. Ce qui est assez intéressant, c'est que la fiche Google My Business, elle va remonter quand même beaucoup plus facilement qu'un site internet par exemple sur lequel on n'aurait fait aucun travail de référencement naturel. Quand on parle de référencement naturel, je définis rapidement puisqu'on va quand même l'employer assez souvent ce terme. Quand on parle de référencement naturel, on parle de toutes les bonnes pratiques, toutes les techniques qu'on va utiliser sur notre site internet, mais également en dehors de ce site, pour le faire remonter le plus haut possible dans les résultats de recherche en fonction des requêtes que les utilisateurs vont taper. Par exemple, si j'ai un restaurant italien dans le centre-ville de Montpellier, je voudrais que les gens tombent directement sur mon site internet quand ils tapent restaurant italien dans le centre-ville de Montpellier. Voilà pour le référencement. L'avantage de la fiche Google My Business, c'est que même si notre site n'est pas encore tout à fait bien référencé naturellement, on va pouvoir quand même avoir cette visibilité qui est offerte grâce à la fiche Google My Business. Donc ça nous permet d'être référencé localement. Elle est directement liée à Google Maps, donc ça va permettre aussi aux utilisateurs de générer directement un itinéraire à partir de cette fiche en cliquant sur le bouton itinéraire ou de générer un appel ou de visiter le site internet par exemple. Ça va nous permettre de donner une image positive aussi puisque c'est sur cette fiche qu'on va pouvoir récolter un maximum d'avis. Donc l'objectif étant d'avoir un maximum d'avis positifs, très positifs et de répondre également à ces avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça va nous permettre également d'interagir avec les internautes. Cet outil, il a tendance à se développer pas mal et on a notamment aujourd'hui la possibilité de créer des posts, donc ça aussi on y reviendra, des actualités sur notre fiche Google My Business directement, un petit peu comme si c'était un réseau social. Ça va nous permettre donc de partager des actualités, mais également de consulter des statistiques. On l'a vu rapidement, je ne sais pas si vous avez fait attention dans la vidéo que je vous ai montrée au début. On a vu un petit peu l'interface de la fiche et on a des statistiques. On peut savoir combien de personnes sur telle période, combien de personnes ont vu la fiche, combien de fois elle s'est affichée, combien ont cliqué dessus.
etc. Combien on fait de visites sur le site ou on généré d'itinéraires. C'est les statistiques qu'on va pouvoir récolter sur notre fiche Google My Business. Donc c'est assez intéressant aussi pour cette raison-là. Et bien sûr, pour que cette fiche elle nous serve le plus possible, il faut indiquer un maximum d'informations. Une des infos qui me paraît la plus importante, moi, ce sont les horaires. Je vais me prendre en exemple. Si je tombe sur la fiche Google My Business d'un établissement, je sais pas, d'un commerce dans lequel je voudrais me rendre, mais qu'il n'y a pas les horaires, et ben je vais peut-être hésiter à aller dans ce commerce parce que j'ai peur d'arriver, de trouver porte close et d'avoir perdu mon temps. Donc les horaires d'ouverture, c'est vraiment très très important de les mettre à jour et d'avoir toujours des horaires qui sont corrects. S'il y a un jour férié, il faut vraiment faire attention à bien modifier les horaires pour ce jour férié précisément, pour être sûr que des utilisateurs, des consommateurs ne se trouvent pas un petit peu embêtés en venant devant un magasin qui est fermé. Donc les horaires, les coordonnées également, on va mettre bien évidemment l'adresse puisque c'est la première fonction de cette fiche, mais également le numéro de téléphone. On peut retrouver un peu une description de l'établissement. On va avoir les avis des clients avec des notes allant de 1 à 5 étoiles et on va pouvoir mettre des photos également. Un bon exemple d'utilisation de la fiche Google My Business, c'est l'entreprise Big Fernand. Donc c'est une chaîne de restauration qui propose des hamburgers à la française, des hamburgers comme ils les appellent. Et pour le coup, c'est une chaîne, donc ils ont plusieurs établissements. Et ce qui est assez intéressant, c'est d'aller regarder leurs différentes fiches. J'avais préparé la recherche déjà. Si je tape Big Fernand Paris, je vais avoir les différents restaurants Big Fernand qui se trouvent à Paris. Et on aurait tendance à penser que toutes ces fiches se ressemblent finalement, à part les avis qui peuvent être différents et le numéro de téléphone par exemple. Mais sinon, on pourrait se dire, bon, toutes les fiches sont les mêmes. Et non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont personnalisé vraiment chaque fiche. Si on regarde par exemple les photos, on va avoir des photos différentes en fonction de l'établissement, puisqu'ils ont tous un aménagement et une décoration qui est différente. Donc voilà pour l'exemple de Big Fernand. Hop, si vous voulez aller regarder plus en détail après comment ils ont mis en place leur fiche Google My Business. Je vois qu'on a eu pas mal d'interactions dans le chat. Merci Chloé pour les réponses. Alors, y a-t-il un rapport entre le Google My Business et le référencement du site? Alors, un rapport en tout cas indirect, c'est certain. La fiche va nous permettre d'augmenter notre visibilité, mais aussi de générer du trafic vers notre site internet. Donc, en quelque sorte, ça va booster le référencement naturel du site. Et comme je vous disais tout à l'heure, en attendant d'avoir fait un travail de référencement naturel qui nous permet de faire remonter notre site internet, on va pouvoir bénéficier de cette fiche ou si on n'a pas encore de site internet, par exemple. Alors, les photos extérieures du magasin, je vois que Chloé a répondu. Voilà, donc les photos extérieures, généralement, malheureusement, on n'a pas la main dessus. Alors, ça peut être des fois un petit peu compliqué si vous avez repris un local dernièrement et que les photos n'ont pas été mises à jour, parce qu'il faut savoir que généralement, c'est une fiche par adresse postale, et donc si vous récupérez un local commercial, si c'était un magasin de vêtements et que vous en faites un salon de coiffure, ça peut être un petit peu pénible au début, étant donné qu'il va falloir mettre à jour les informations et partir d'une fiche qui a déjà des avis, bons ou mauvais, déjà des photos, etc. Mais sinon, les photos de l'intérieur, des produits, etc., c'est vous qui avez la main dessus, sauf si ce sont des utilisateurs qui les ont ajoutées. Il faut savoir que c'est des fiches qui sont un peu participatives, entre guillemets, où les utilisateurs eux-mêmes vont pouvoir proposer des photos, des informations, etc. Donc, je sais qu'il y a généralement beaucoup de questions qu'on se pose sur Google My Business, comment supprimer des photos, comment supprimer des avis.
Il faut savoir que supprimer des avis sur une fiche Google My Business, par exemple, c'est quelque chose de très compliqué puisque ça n'aurait aucun intérêt si l'établissement pouvait garder que les avis positifs. Ça n'aurait pas vraiment grand intérêt. Donc pour cette raison, on ne peut pas supprimer les avis, on peut seulement les signaler. Et s'il y a beaucoup de personnes qui signalent un même avis, il y a des chances qu'il soit éventuellement supprimé par Google. Alors, peut-on faire une demande pour mettre à jour les photos de l'extérieur? Alors, je pense qu'on pourrait faire la demande techniquement, mais est-ce qu'on aura une réponse rapide? Ça me paraît peu évident, étant donné qu'il y a une équipe assez restreinte derrière cet outil Google My Business. On n'aura pas des réponses généralement rapides pour ce type de demande. Donc il faut malheureusement faire avec ce qu'on a déjà en place sur la fiche. Voilà pour Google My Business. On y reviendra un petit peu après quand on parlera de garder le contact avec les clients ou de les faire venir en magasin. Et là, on va parler plutôt du site internet, puisque quand on parle de visibilité en ligne, de référencement local, on parle également du site internet. Je vois que Chloé vous a mis un super lien pour suivre les prochains passages de la Google Car, donc je ne savais même pas qu'on pouvait le faire. Ça a l'air pas mal. Merci Chloé. Donc on va là parler du site internet, puisque c'est également un des outils qui va nous permettre d'accroître notre visibilité en ligne et ensuite de faire venir du monde dans notre point de vente. Donc quand on parle de site, on parle de deux grandes catégories de sites internet. Le site vitrine classique qui va présenter l'établissement, l'entreprise, sur lequel on n'aura pas de plateforme de paiement, on aura plutôt du partage d'informations et la possibilité de prendre contact avec l'entreprise. Et l'autre type de site internet, ça va être le site e-commerce, bien sûr, sur lequel on va pouvoir vendre nos produits directement avec une plateforme de paiement, de livraison, un système de gestion des stocks et des fiches produits, bien sûr. Donc ça, c'est les deux types de sites internet. Si vous en êtes à l'étape de création du site internet, n'hésitez pas à suivre notre conférence sur le sujet. Donc quelles sont les étapes pour créer son site internet, ça peut vous être utile. Mais rapidement, il faut savoir que quand on crée un site internet, il faut quand même qu'on ait des objectifs bien définis et une audience cible. À qui est destiné ce site internet et à quoi il va nous servir? Est-ce que c'est un site internet qui est là pour donner envie aux gens de se déplacer, de venir dans notre commerce? Est-ce que c'est plutôt pour obtenir des demandes de devis? Est-ce que c'est pour vendre en ligne et à qui on adresse ce site internet? C'est les questions qu'il faut se poser quand on a envie de créer un site internet. On ne peut pas avoir un site internet qui répond à 10 objectifs et qui s'adresse à 15 cibles différentes, sinon c'est un petit peu compliqué. Mais tout ça, vous pourrez le voir en détail dans la conférence sur la création de sites internet qu'on propose également. Je ne sais pas si elle est au programme de cette semaine, mais en tout cas on la propose assez régulièrement. Et sinon, vous avez également la possibilité, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, quand vous créez une fiche Google My Business, si vous n'avez pas de site internet, on vous propose de créer un site gratuitement avec Google My Business Website. En fait, quand vous créez la fiche, si vous avez un site, vous mettez l'adresse de votre site, sinon il va vous demander est-ce que vous avez besoin d'un site, et si vous cochez cette case, j'ai besoin d'un site internet, il va vous proposer de créer ce site internet Google My Business Website, qui est un site très simplifié quand même, hein, on va pas se mentir, c'est pas un site très évolué, mais ça peut permettre d'attendre le vrai site internet, ou alors ça peut, dans certains cas, quand on n'a vraiment pas la possibilité d'en faire créer un ou d'en créer un soi-même, ça peut permettre de donner une image quand même peut-être un peu plus professionnelle qu'une simple fiche Google My Business ou que pas du tout de site internet. En gros, ce système, il est vraiment très simple puisque l'outil Google My Business Website va récupérer toutes les informations que vous avez renseignées sur votre fiche Google My Business, donc les informations de contact, les coordonnées, les horaires, les photos,
Et vous allez pouvoir personnaliser un petit peu, mais en gros, votre site il ressemblera à une page très classique où vous avez peut-être la possibilité de personnaliser un petit peu le design, mais ça reste limité, et d'ajouter quelques photos pour donner envie aux gens de venir dans votre point de vente. Donc n'hésitez pas à opter pour cette solution si vous n'avez pas encore de site internet ou si vous n'avez pas la possibilité d'en créer un dans les semaines à venir, vous pouvez utiliser cette solution. Alors, Google My Business Website et Google Site, c'est quasiment la même chose. Google My Business Website est directement lié à la fiche Google My Business. Google Site, non, on peut aller directement sur Google Site sans passer par la fiche Google My Business, mais en soi, le résultat est assez proche. Voilà, c'est juste une question d'hébergement qui change un petit peu. À savoir aussi qu'on n'aura pas de nom de domaine personnalisé avec un site de ce type-là. Donc on a vu Google My Business, on a vu le site internet et maintenant on va s'intéresser aux résultats naturels. Donc si vous vous rappelez, quand on avait tout à l'heure notre capture d'écran de la page de résultats de recherche, on avait les résultats publicitaires, la fiche Google My Business et on avait en vert les résultats naturels. Et pour apparaître le plus haut possible dans les résultats naturels, il faut mettre en place, donc, comme je vous le disais, une stratégie de référencement naturel ou SEO. SEO étant l'acronyme anglais du terme référencement naturel, donc c'est exactement la même chose si vous vous posiez la question. On va pas passer énormément de temps là-dessus parce que là aussi on a une conférence vraiment dédié au référencement naturel puisque c'est un sujet assez complexe et assez vaste. On a dédié toute une conférence à ce sujet-là et d'ailleurs elle a lieu cet après-midi à 16 h. Donc n'hésitez pas à la suivre ou sinon on la propose quand même assez régulièrement, quasiment toutes les semaines. Donc si c'est un point qui vous intéresse et sur lequel vous avez des questions, n'hésitez pas à suivre la conférence dédiée à ce sujet. Mais en gros, le référencement naturel, il permet d'accroître la visibilité, d'avoir un trafic qui est mieux ciblé, un meilleur taux de conversion et il faut savoir aussi que les internautes privilégient les résultats naturels plutôt que les résultats publicitaires. Peut-être que vous faites partie de ces internautes qui ne cliquent jamais sur les annonces et qui préfèrent cliquer sur les résultats naturels. Pourquoi on parle de référencement naturel ici? Eh bien, pour introduire ce qu'on appelle le référencement local. Le référencement local, c'est le fait de se référencer sur des requêtes d'utilisateurs qui comportent donc une zone géographique. Si j'ai un restaurant, je reprends l'exemple du restaurant italien, si j'ai un restaurant italien, je m'en fiche qui est situé à Montpellier, je m'en fiche qu'un utilisateur de Paris tombe sur mon site internet, puisque à moins qu'il vienne en vacances sur Montpellier, sinon il y a peu de chances qu'il soit intéressé par ça. Moi je veux ressortir sur les requêtes restaurant italien dans le centre-ville de Montpellier. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui va me permettre d'avoir un trafic qui est vraiment qualifié avec des personnes qui ont vraiment envie de venir dans mon restaurant. Donc je vais essayer de me positionner sur ces requêtes-là et c'est pour ça qu'on parle de référencement local en SEO. Mais il y a d'autres manières de faire du référencement local. C'est tout simplement les annuaires de type page jaune ou les sites comme La Fourchette, TripAdvisor, l'annuaire des commerçants, l'internaute, Booking, Yelp, tous ces outils vont nous permettre de booster aussi notre référencement local. On a également, vous voyez le logo de Facebook, les réseaux sociaux, on va y venir dans une troisième partie. Mais c'est assez intéressant, on l'a positionné sur cette slide, c'est pas forcément le premier outil auquel on pense quand on parle de référencement local, et pourtant, si vous avez, une page Facebook peut permettre déjà d'augmenter la visibilité. C'est souvent un résultat qui remonte naturellement aussi quand on cherche un établissement. On va tomber souvent naturellement sur la page Facebook quand il y en a une. Et sur la page Facebook, on va pouvoir renseigner toutes les informations de type horaire, adresse, coordonnées, etc. Un petit peu comme sur la fiche Google My Business. C'est pour ça qu'on l'a mis ici. Voilà, donc Chloé vous a mis le lien pour vous inscrire à la conférence sur le référencement naturel de cet après-midi. Et super, merci pour ta réactivité Chloé.
tu réponds bien avant que moi je vois les questions. Donc ces sites de référencement local, ils sont aussi avantageux dans le sens où c'est des outils qui sont gratuits pour la plupart. Ils sont vraiment rapides et simples à mettre en place. On a seulement un compte à créer généralement et les informations à renseigner sur notre établissement. Et ensuite, on n'a plus forcément besoin de s'en occuper. Et surtout, le principal avantage, c'est qu'on va bénéficier de l'audience de ces sites pour générer du trafic vers notre point de vente ou vers notre site internet éventuellement. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de générer du trafic vers notre point de vente. En fait, c'est des sites qui sont vraiment à forte notoriété, qui donc naturellement vont remonter dans les résultats de recherche très facilement. Et c'est également des sites qui sont crédibles aux yeux de beaucoup d'internautes. On va souvent se baser sur ce qu'on va retrouver comme avis. Si on cherche un restaurant, on va aller sur TripAdvisor ou sur La Fourchette par exemple, pour pouvoir trouver le restaurant qui nous plaît. Donc vraiment, créer des fiches sur ces outils, ça peut être un super coup de boost aussi pour notre référencement local et ça nous permet de bénéficier de sites voilà, qui ont une forte audience, qui ont un gros trafic pour générer ensuite du trafic dans nos points de vente, dans notre commerce ou sur notre site internet si c'était l'objectif. Ça nous permet aussi de capitaliser sur le contenu qui est créé par les utilisateurs eux-mêmes, puisqu'ils vont pouvoir, en fonction des sites, ajouter par exemple des photos ou mettre des avis sur notre établissement. Voilà pour le référencement local. Et maintenant qu'on a vu, donc la fiche Google My Business, on a vu le site internet, le référencement, on va voir ce qu'on appelle le Drive to Store. Donc c'est un terme qui revient souvent quand on parle de générer du trafic en magasin, un terme anglais comme on en voit souvent. Le Drive to Store, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'actions marketing qui vont vraiment viser à attirer le consommateur vers un point de vente physique à partir d'outils liés à Internet ou aux technologies mobiles. Par exemple, je reçois un SMS qui m'indique que telle boutique propose une offre promotionnelle seulement aujourd'hui et demain. Ça va m'inciter à me rendre dans ce point de vente physique puisque cette offre promotionnelle, elle n'est pas valable en ligne, elle est valable seulement dans le point de vente si je m'y rends en montrant le SMS que j'ai reçu. Donc ça va m'inciter à me rendre dans ce point de vente. Ça peut être un exemple de technique qu'on utilise en Drive to Store. Quand on parle de Drive to Store, on parle également de Web to Store, Drive to Shop, Mobile to Store. C'est d'autres termes que vous pouvez entendre et qui signifient plus ou moins la même chose, ou en tout cas qui sont vraiment dans la même catégorie d'action marketing. On a aussi un terme assez intéressant, moi je sais que je me reconnais pas mal dans ce terme-là, c'est le terme de ROPO, Research Online Purchase Offline. C'est faire nos recherches en ligne mais acheter hors ligne. C'est-à-dire que moi, je sais que je fais partie de ces gens qui n'aiment pas trop acheter en ligne parce que je suis impatiente. Je n'aime pas attendre plusieurs jours, voire une semaine ou deux, ou encore pire en ce moment, puisque les délais de livraison sont souvent plus longs en ce moment. Je n'aime pas attendre avant de recevoir mon produit. Si j'ai envie d'un produit, je le veux tout de suite. Donc, ce que j'aime bien, c'est plutôt acheter directement en point de vente. Mais par contre, j'aime pas passer trop de temps en point de vente parce que je sais pas, je vais pas passer des heures dans un magasin. Donc ce que je vais faire, c'est rechercher d'abord en ligne les produits qui m'intéressent, qui me plaisent, comparer ce qui me plaît le plus et ensuite je vais me rendre dans le point de vente. Je vais retrouver facilement les produits que j'avais repérés en ligne, les essayer et éventuellement les acheter. Donc ce terme de ROPO, cet acronyme, est assez intéressant aussi et on l'inclut souvent dans le phénomène, enfin dans le concept de Drive to Store. Quand on parle de Drive to Store, on parle également de Click and Collect, qui est une stratégie qu'on voit de plus en plus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous servir de cette fonctionnalité Click and Collect. En gros, en 3 étapes, le consommateur commande et paye en ligne, il reçoit la confirmation de la préparation de la commande et il récupère sa commande dans le point de vente le plus proche. Le Click and Collect, il va permettre à l'utilisateur, au consommateur de gagner du temps
puisqu'il a déjà commandé, payé en ligne. Il va pouvoir aussi réserver un produit pour être sûr de ne pas se déplacer en magasin pour rien. Et l'avantage, c'est que plutôt que de le recevoir chez lui, il va pouvoir aller directement dans le point de vente le plus proche, essayer, si c'est par exemple un vêtement, essayer le vêtement et ensuite le récupérer et rentrer chez lui avec son produit. Ça a pris peut-être 1 heure au total et c'est super pratique pour l'acheteur. Donc le click and collect, on le voit de plus en plus. Et il faut savoir que le click and collect, il n'est pas forcément réservé qu'à une certaine catégorie de produits. On peut imaginer du click and collect pour des produits alimentaires, par exemple une boulangerie qui fait du click and collect. On en voit apparaître. Moi, je rêverais que la boulangerie à côté de chez moi propose le click and collect pour pouvoir réserver ce que j'aime bien manger le dimanche matin, plutôt que arriver à la boulangerie et voir qu'il n'y en a plus parce que je me suis levée trop tard. Donc la stratégie de click and collect, elle peut être vraiment très efficace et elle est relativement simple à mettre en place quand on a un site e-commerce. Et on va voir maintenant d'autres exemples d'actions de Drive to Store. Donc on peut utiliser par exemple la fiche Google My Business, on va voir comment. On peut utiliser notre site internet en proposant du click and collect comme on vient de le voir, ou utiliser le référencement local avec des fiches dans les annuaires par exemple, ou même sur des applications de navigation comme Waze par exemple. Sur Google My Business, vous avez la possibilité, comme je vous disais tout à l'heure, de créer ce qu'on appelle des posts, donc de publier un post sur une actualité, un événement, une nouveauté, mais aussi sur une offre promotionnelle par exemple. Et les utilisateurs qui ont pris connaissance de cette offre promotionnelle sur la fiche Google My Business vont être amenés à se rendre en magasin, vont être incités à se rendre en magasin pour pouvoir profiter de cette offre. Et donc c'est grâce à notre fiche Google My Business qu'on a fait venir notre trafic, nos utilisateurs directement dans notre point de vente. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ces fonctionnalités, cette fonction de création de posts sur la fiche Google My Business. C'est une fonction qui est apparue assez récemment, il me semble, et qui se développe un petit peu et qui peut être très pratique. Généralement, on va mettre un post qui va rester en ligne 2 semaines, il me semble. C'est pas quelque chose qui va rester dans le temps, c'est vraiment ponctuel. Ensuite, on peut donc utiliser notre site internet et vous voyez sur cet exemple, sur cette capture d'écran, on a un Paris-Brest. Voilà, on a possibilité de réserver en click and collect un Paris-Brest, donc un produit alimentaire. Comme je vous disais tout à l'heure, ça se fait de plus en plus. J'avais aussi vu l'exemple d'une boulangerie qui souffrait d'un problème logistique, disons, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de clients potentiels pour cette boulangerie, mais un parking qui était vraiment très petit. Et le système de click and collect qui a été mis en place a permis un peu de pallier ce problème-là, dans le sens où les clients, ils venaient juste récupérer leurs produits, ils passaient du coup moins de temps sur le parking et ça permettait finalement d'avoir plus de trafic dans le point de vente, juste en mettant en place le click and collect qui permet de rendre le passage en point de vente plus rapide que quand on n'a pas réservé d'abord et payé en ligne avant de venir en point de vente. Donc il y a différentes cas de figure où on peut appliquer ce type de stratégie. Et un autre exemple de Drive to Store, c'est donc le référencement local, où là on va aller créer des fiches dans les annuaires, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure. On va pouvoir aussi proposer des offres, Il me semble par exemple que sur la fourchette, on peut proposer des offres promotionnelles qui vont là aussi inciter les clients à venir chez nous plutôt que chez d'autres concurrents par exemple. Et dans le même style, vous avez aussi la possibilité de créer par exemple votre fiche d'établissement sur Waze, ce qui fait que je pense que vous avez déjà connu cette situation où vous êtes par exemple sur la route des vacances et vous approchez de l'heure de déjeuner et comme par hasard, vous passez pas très loin d'un restaurant McDonald's et vous avez la fiche du restaurant qui apparaît et qui vous indique qu'il y a un McDonald's à 800 mètres. C'est l'heure de manger, c'est parfait, ça vous donne faim et donc vous allez vous rendre dans le restaurant grâce à cette petite fiche que vous avez vue apparaître dans votre GPS qui vous servait à prendre la route des vacances par exemple ou d'autres trajets.
Donc on a vu différentes techniques de Drive to Store et on va revenir là sur la fiche Google My Business. Je vais regarder avant si on n'a pas peut-être des questions. Je ne vois pas de questions qui n'ont pas été répondues. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous poser sur le sujet, sur ce qu'on a abordé jusqu'à présent. Et là, on va voir donc comment optimiser sa fiche Google My Business. Je vous avais dit en introduction que c'était un outil dont on allait beaucoup parler. Je ne vous ai pas menti. On revient encore dessus. Ce qui est très important, c'est vraiment de maîtriser les informations qu'on a sur notre fiche. Le nom de la société, la catégorie aussi du commerce en question, qui va être très importante pour bien remonter, bien être référencé. On peut même indiquer plusieurs catégories pour être sûr que les utilisateurs nous trouvent. Si on ne trouve pas une catégorie qui nous correspond exactement, on peut en indiquer plusieurs. On va bien sûr mettre l'adresse qui est très très importante, les horaires d'ouverture comme je vous le disais, qui sont souvent la première information que les clients recherchent en ligne, le numéro de téléphone, les photos également, on va pouvoir en ajouter de nouvelles, même si on ne peut pas changer la photo extérieure, la devanture du commerce, on va pouvoir ajouter d'autres photos, des produits, on peut ajouter notre logo, une photo de couverture, des photos de l'équipe, tout ce qui va donner en fait envie aux gens de se déplacer et tout ce qui va donner une image positive. Il ne faut vraiment pas hésiter à le mettre sur notre fiche. Plus elle est renseignée, mieux c'est. Et un point qui est très important aussi, c'est que cette fiche Google My Business, il faut la faire vivre. Comme un site internet, comme une page ou un compte sur nos réseaux sociaux. On ne peut pas se permettre de simplement renseigner toutes les infos et de ne plus s'occuper de la fiche. On va déjà encourager nos clients à laisser des avis sur notre commerce. Des avis positifs, bien sûr, sinon ça ne nous intéresse pas. On aura certainement des avis négatifs aussi à gérer, mais demandons à nos clients de laisser des avis positifs, ça va vraiment permettre de faire remonter la fiche. Ces avis, il faut y répondre, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est ça qui va donner de bonnes indications aussi à Google. En fait, plus vous faites vivre la fiche et plus vous montrez à Google que vous êtes toujours là, vous existez et que vous êtes un commerce intéressant pour les utilisateurs. Donc, il faut vous mettre en avant. Donc, faire vivre la fiche, ça passe par les avis, mais ça passe aussi par l'ajout de photos qui soient toujours actuelles et l'ajout de posts également, dont on a parlé un petit peu avant. Et dont on reparle ici, les Google Posts, très important, vous voyez comme on insiste dessus. C'est important dans le sens où c'est ça aussi qui va montrer à Google que vous faites vivre votre fiche et qui va la faire remonter plus facilement également dans les résultats. On a vu tout à l'heure que si on cherche un établissement particulier, on tombe sur une seule fiche, la fiche de cet établissement, mais si on n'a pas encore d'idée de où est-ce qu'on veut aller et qu'on tape juste restaurant à Montpellier par exemple, on va avoir plusieurs fiches. Ces fiches, elles sont dans un ordre, elles sont classées en fonction de différents critères. Les Google Posts vont rentrer dans ces critères de référencement. Alors, combien d'avis minimum? Il n'y a pas de minimum, plus on en a, mieux c'est. C'est bien aussi d'aller regarder un petit peu les fiches des concurrents, voir combien ils ont d'avis, essayer d'en avoir au moins autant ou plus que ça peut être intéressant. Comment inciter les utilisateurs pour mettre des avis? Alors, là, c'est c'est la relation client qui va, si vous avez une bonne relation avec vos clients, vous pouvez leur expliquer que c'est important pour vous, que c'est ça qui fait vivre votre commerce et que eux, ça leur prend que quelques minutes et vous, ça peut vraiment vous être d'une très grande aide. Donc, dès que vous voyez que vous avez un client peut-être régulier, quand c'est la première fois que votre client vient dans votre point de vente, c'est peut-être un petit peu délicat, mais il ne faut vraiment pas hésiter à demander. Vous pouvez aussi en parler sur vos réseaux sociaux. Je sais que je l'ai vu récemment, pas plus tard que ce week-end, la salle, une des salles de yoga que je suis sur Instagram, a fait un post en indiquant comment nous aider dans cette période un petit peu particulière. N'hésitez pas à mettre des avis sur notre fiche Google My Business. Hop, on met le lien de la fiche directement pour faciliter l'utilisateur. Il y a différents moyens de demander des avis, mais il ne faut vraiment pas hésiter à le faire dès que vous avez un bon feeling, un bon relationnel avec un client. Il ne faut pas hésiter. Après, la première
la première stratégie quand on vient juste de mettre sa fiche en ligne, ça peut être aussi de demander peut-être à des personnes qu'on connaît d'aller mettre des avis. C'est pas forcément le meilleur conseil qu'on puisse donner, mais pour commencer, ça peut être pas mal. Il faut pas que ce soit que des avis faux, bien sûr, mais pour commencer, on peut peut-être essayer ça, puisque plus on aura d'avis, plus ça va inciter aussi les gens à en mettre. Donc, comment inciter les utilisateurs? J'ai répondu à la question, j'espère, pour Florence. Et comment ajoute-t-on des posts? Alors, c'est quand vous êtes sur l'interface de votre fiche Google My Business. Vous avez, sur la gauche, vous avez le menu avec les infos, les photos, etc. Et vous avez la possibilité de créer un post. Donc, ça s'appelle... créer un post, je crois, tout simplement. C'est un bouton qui ressemble à ça. N'hésitez pas, si vous rencontrez des problèmes sur votre fiche Google My Business, si vous n'avez pas réussi à en récupérer la propriété, ou si vous rencontrez quelconque souci sur votre fiche Google My Business, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, comme je vous disais au début de la conférence. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec un des coachs de l'équipe, et le sujet Google My Business fait partie de notre champ de compétences, où on peut vous aider à optimiser votre fiche et peut-être à créer vos premiers posts si vous rencontrez des difficultés à ce niveau-là. Les Google Posts, ils permettent d'attirer davantage l'attention sur votre établissement. C'est sûr que si on voit des posts vraiment récents, des actualités, ça donne envie. En fait, on se dit ah bah ça a l'air sympa, la fiche elle est à jour, donc ça veut dire que je vais pas être trouver de mauvaises surprises quand je vais me rendre dans l'établissement. Donc attirer davantage l'attention sur votre établissement. Ça renseigne les utilisateurs, les prospects, les clients sur les services et offres que vous proposez à l'instant T, et ça incite du coup les clients à revenir sur votre page en publiant régulièrement des informations. C'est sûr que si à chaque fois qu'on se rend sur votre fiche Google My Business, il y a une nouvelle actualité, une nouvelle offre promotionnelle, on aura envie d'y retourner, alors que s'il n'y a jamais rien de nouveau, on ne va pas y retourner. Voilà pour les Google Posts. Quelques exemples de Google Posts, mettre en avant vos nouveaux produits, promouvoir des événements. Je ne sais pas si vous avez un restaurant et que vous organisez des soirées spéciales, par exemple, pourquoi pas faire un post pour en parler. Ça peut être aussi, je sais que j'avais eu le cas de différentes personnes que j'avais eu justement en rendez-vous personnalisé qui pendant la période de confinement ne pouvaient pas proposer leurs services de manière classique, habituelle. C'était notamment des rendez-vous paramédicaux, disons, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. J'avais eu le cas d'une psychologue, par exemple, qui ne pouvait plus du coup proposer ses rendez-vous en cabinet et qui les proposait en visio. Et en fait, elle avait indiqué ça dans sa fiche Google My Business pour indiquer soit aux personnes qui la connaissent déjà ou à de nouvelles personnes qui tomberaient sur sa fiche qu'ils ont la possibilité de prendre un rendez-vous avec elle, de faire un rendez-vous, une séance en visioconférence. Donc ça peut être ce type d'actualité, ça peut être des périodes de soldes ou d'autres promotions que vous proposez, tout ce qui reflète l'actualité en fait de votre commerce, de votre point de vente. Il faut vraiment pas hésiter à le mettre en avant sur votre fiche Google My Business. Ça peut être aussi, là dernièrement, on a forcément eu les établissements ont dû s'adapter aux mesures sanitaires en raison de la crise actuelle. Ça peut être ce type de poste aussi. Ça y est, nous sommes prêts à vous accueillir afin de garantir votre sécurité sanitaire et celle de nos coiffeurs. Nos mesures d'hygiène sont renforcées. Retrouvez un kit d'hygiène dans notre... on n'a pas la suite, mais on imagine. Ça peut être ce type de poste. Donc, tout à fait d'actualité, cet exemple de Paul Axel qui est coiffeur à Rennes. Voilà pour Google My Business, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez encore des questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Ou encore une fois, vous pouvez prendre un rendez-vous. Et maintenant, on va parler des réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux aussi vont nous permettre de susciter l'interaction et d'inciter les gens à venir nous rencontrer.
On utilise beaucoup les réseaux sociaux pour partager de l'actualité, pour parler de nos produits, mais ça s'utilise aussi de plus en plus pour montrer un petit peu les coulisses de notre entreprise, de notre commerce, là en l'occurrence. Un restaurant par exemple qui va publier des photos du moment où le chef part faire le marché pour acheter des produits frais pour les plats qu'il va cuisiner dans le restaurant. Ça peut être ce type de publication qui va donner envie en fait de venir dans ce restaurant et pas dans un autre. Donc les réseaux sociaux en quelque sorte nous permettent aussi de générer plus de trafic dans nos points de vente. Ces réseaux sociaux, justement, ils répondent à différents objectifs qu'on peut catégoriser en 3 parties. Un premier objectif d'acquisition, ensuite de notoriété et de fidélisation. On va partager les informations de notre activité pour être facilement accessible. On va se servir par exemple de la page Facebook, c'est l'exemple qu'on aura juste après, pour donner toutes les informations utiles sur l'établissement. Ça va nous permettre aussi de nous rendre visibles, d'augmenter notre notoriété. Si on met en place une bonne stratégie sur les réseaux sociaux, et là encore, je vais vous renvoyer vers une autre conférence sur les réseaux sociaux. Je crois qu'elle a lieu mercredi sur vraiment comment mettre en place une stratégie pour les réseaux sociaux. Et ça va nous permettre aussi de fidéliser parce qu'on va pouvoir interagir avec la communauté, transformer aussi certains membres de la communauté en ambassadeurs. Donc tout ce qu'on va pouvoir faire comme travail sur les réseaux sociaux, ça va aussi nous permettre de booster nos visites en point de vente. Si on est un commerce de proximité par exemple, je sais que moi j'ai une amie qui a lancé sa boutique de vêtements il y a 2-3 ans, je crois, quand elle a terminé ses études, donc une boutique de vêtements dans le centre-ville de Montpellier. Elle n'avait pas du tout fait de site e-commerce. Elle en a fait un pendant le confinement parce que sinon c'était trop compliqué pour elle de survivre à cette crise. Mais en tout cas, à la base, elle n'avait pas du tout de site e-commerce. Elle utilisait beaucoup les réseaux sociaux pour faire venir en fait les gens dans son magasin. Elle a organisé par exemple des ateliers avec elle vend des vêtements mais aussi des produits cosmétiques, etc. C'est un peu un concept store. Donc elle a proposé des ateliers pour fabriquer certains produits, pour fabriquer soi-même, je sais pas, un bandana pour l'été ou des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment le type d'action qu'on peut mettre en place aussi en magasin, en point de vente, qu'on va relayer sur les réseaux sociaux par exemple, pour faire venir, pour inciter vraiment les utilisateurs à se rendre directement en point de vente. Voilà, donc Chloé vous a mis le lien pour vous inscrire à la conférence sur les réseaux sociaux qui a lieu donc mercredi à 10h. Et Facebook notamment parmi les réseaux sociaux. Donc Facebook, c'est souvent le premier réseau social auquel on pense quand on parle de réseaux sociaux. C'est le réseau sur lequel on a le plus de monde, où on a une audience qui est très large et qui va nous permettre de faire en quelque sorte du référencement local. On va pouvoir créer vraiment sa page locale en renseignant, comme je vous le disais, les informations de même type que sur la fiche Google My Business. On va pouvoir mettre un lien vers le site internet, vers les autres réseaux sociaux, les coordonnées pour contacter l'établissement, les horaires d'ouverture, des photos et d'autres publications qui sont propres au réseau social. Donc partager les horaires, les menus, les services. Ça aussi, je ne sais pas... Combien de fois ça m'est arrivé d'entendre parler d'un restaurant et avant d'aller dans ce restaurant, vouloir un petit peu consulter le menu, les horaires, les photos, etc. Et en fait, sans page Facebook, sans fiche Google My Business, sans tout ça, sans site internet, c'est très compliqué. Et du coup, on va plutôt aller dans un autre restaurant parce qu'on n'aura pas trouvé les infos qui nous étaient utiles avant de se rendre dans le commerce en question. Donc, la page Facebook peut vraiment venir renforcer encore plus cette idée de référencement local. On va pouvoir aussi exploiter l'outil Messenger par exemple pour rentrer en conversation avec des prospects, avec des clients. Et ensuite on a accès à des statistiques comme sur la plupart des outils dont on a parlé aujourd'hui. Donc là, c'est un exemple avec une salle d'escalade qui est située à côté de Montpellier et qui a bien renseigné sa page Facebook. Sur les réseaux sociaux, généralement, on va aussi aller chercher de l'engagement.
à travers des posts informatifs, inspirationnels ou conversationnels. En tout cas, ce qu'il faut retenir dans cette partie réseaux sociaux, c'est que ça peut vraiment nous permettre, encore une fois, de booster le trafic en point de vente parce qu'on va donner envie en montrant aussi à travers les réseaux sociaux l'expérience que les consommateurs vont pouvoir vivre dans le point de vente en question et qu'ils ne pourraient pas vivre en restant en ligne, en restant que sur un site e-commerce par exemple, ou si on ne parle pas de site e-commerce, juste de réseaux sociaux ou autre. Donc on va aller chercher l'engagement sur les réseaux sociaux pour ensuite pouvoir donner envie aux utilisateurs de se déplacer et de venir nous voir directement physiquement. Et la dernière stratégie qu'on va voir, on est à peu près dans les temps, ça tombe bien, c'est la stratégie d'emailing. On a tendance à penser que c'est un petit peu obsolète, que l'emailing c'est terminé, ça n'est plus efficace, personne n'ouvre les emails qu'il reçoit, etc. Alors, il y a une part de vérité, hein, c'est que quand on est trop sollicité, quand on reçoit beaucoup trop d'emailing de la part d'une entreprise, on va être lassé, on va être un petit peu embêté et donc ça ne va pas fonctionner. Mais par contre, une bonne stratégie d'emailing, ça peut servir à répondre à différents objectifs et notamment l'objectif qu'on se fixe aujourd'hui, donc comment générer du trafic dans nos points de vente. Et on va revenir sur l'exemple qu'on avait au tout début de 18h39 qui pour le coup, si vous inscrivez à leur newsletter, ça peut être si vous cherchez des idées de déco, d'aménagement d'intérieur, etc. Vous pouvez vous abonner à leur newsletter et c'est assez sympa ce qu'ils proposent. Ça permet d'améliorer l'image globale, d'augmenter l'intention de visite. Hein. Forcément, si je tombe sur une super idée de déco et que je sais que chez Castorama, je vais pouvoir trouver tout ce qu'il faut pour réaliser ce que j'ai envie de faire, forcément, ça va m'inciter à me déplacer dans le magasin et ça va également susciter de la préférence de marque, c'est-à-dire qu'on va proposer vraiment un contenu à forte valeur ajoutée pour l'utilisateur et forcément ça va marquer son esprit positivement et au moment où il aura envie de réaliser ce qu'on lui a proposé comme idée, il y a de fortes chances qu'il vienne chez nous et pas ailleurs. Donc c'est un exemple, 18h39 si vous voulez aller vous abonner à leur newsletter juste pour voir un petit peu ce qu'ils font. Il faut savoir que l'emailing, ça reste quand même le premier canal de fidélisation pour 95% des marketeurs. Donc si 95% des marketeurs nous disent que ça reste un canal très efficace pour la fidélisation, eh bien je pense qu'on peut se permettre de nous aussi proposer de l'emailing. Ce qu'il faut, c'est que la stratégie, elle soit bien construite. Envoyer le même emailing à 40 000 personnes, à toute notre base de données finalement, avec exactement la même information, le même produit mis en avant, il y a peu de risques, il y a peu de chances que ce soit efficace. Si on va prendre un exemple plus concret, par exemple, moi j'ai un chat. Si je trouve pas le nom du magasin, si Botanique m'envoie un emailing pour me proposer des offres promotionnelles sur les croquettes pour chiens, bah ça va pas m'intéresser puisque moi j'ai pas un chien, j'ai un chat. Donc c'est un exemple un peu bateau pour juste illustrer le fait que c'est très important quand on fait de l'emailing de personnaliser et c'est comme ça qu'on va réussir à fidéliser nos clients et à les faire revenir encore une fois dans notre point de vente et pas ailleurs. Donc l'exemple des croquettes pour chien, pour chat, c'est le seul qui m'est venu en tête quand j'ai vu mon chat juste devant moi. Mais je trouve qu'il est assez parlant. C'est sûr que si on envoie la mauvaise information, bah forcément ça ne va pas fonctionner comme stratégie. Et quand on veut lancer une stratégie d'emailing, il y a plusieurs étapes. La première, ça va être bien sûr d'acquérir une base de données client. Il faut vraiment faire attention à ça de plus en plus aujourd'hui, hein, avec notamment le RGPD, qui est le règlement sur la protection des données. C'est quand même très réglementé du coup, hein, ce système d'acquisition de mails par exemple. Il y a différentes manières d'acquérir des mails et de renforcer notre base de données client. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir le consentement de l'utilisateur qui va donner son mail et lui dire exactement ce qu'on va en faire avec. Mais sinon, on a différentes stratégies pour
Pour récolter des emails, on peut par exemple proposer des jeux concours sur une tablette directement dans le point de vente. On va proposer aussi par exemple un questionnaire de satisfaction sur lequel on va renseigner le mail et indiquer qu'on peut se servir du mail pour envoyer des offres promotionnelles, de l'emailing, etc. Au moment où on crée un compte, quand on fait une demande de devis, pour confirmer une réservation lors de l'achat aussi, ça arrive. Moi, je sais que ça m'est arrivé récemment que lors d'un achat en point de vente, on me demande mon email, on me fasse signer un accord comme quoi je suis OK pour qu'on m'envoie de l'emailing sur cette adresse email, et ça s'est fait directement en point de vente en fait dans le magasin. C'était la première fois que je voyais ça, c'est assez rare pour l'instant j'ai l'impression, mais ça se fait de plus en plus. Donc il y a différentes manières de récolter des emails. Et ensuite, ce qu'il va falloir, c'est bien sûr segmenter notre base de données pour éviter d'envoyer l'emailing croquettes pour chiens aux clients qui achètent des croquettes pour chats, par exemple. Quelques outils pour créer des emailing. Les plus connus, ça va être Mailjet, Sendinblue et Mailchimp, qui se valent, les trois. Vous avez une version freemium, donc une version gratuite pour chacun des outils, qui se limite généralement en termes d'envoi d'email, un nombre d'envois d'email par mois défini, ou une base de données qui ne va pas au-delà de, 5000 contacts par exemple. J'ai plus les chiffres en tête, il faut aller regarder sur le site de chacun des outils, mais vous avez une version freemium pour commencer, pour tester l'outil. Moi je sais que celui que j'ai le plus utilisé c'est Mailchimp, que j'ai trouvé très pratique. Le seul inconvénient c'est qu'il est en anglais, il n'y a pas du tout possibilité de le traduire en français, donc ça peut être un peu contraignant, mais sinon Mailjet, Sendinblue et Mailchimp se valent les trois. Ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut créer vraiment des emailing sans avoir besoin d'avoir des compétences en graphisme, en design ou en développement. Ça va être un système de drag and drop, de glisser-déposer. On va mettre nos images, nos textes, etc. Et ensuite, on va avoir des templates aussi qui nous permettent de créer des emailing facilement. Alors Google Forms, tout à fait, pour Jessie qui nous demande s'il existe un outil pour saisir les réponses directement sur la tablette et qui fait un rapport des résultats. Google Forms peut être très pratique, simple à mettre en place et gratuit également. Donc voilà les outils pour créer des emailing. Attention, encore une fois, quand on envoie un emailing, il faut faire attention à différentes choses pour que ce soit vraiment efficace. Déjà, il faut avoir un objectif précis. Si j'envoie un emailing qui mélange un peu tout, différents produits, des infos, des actus, mais que je ne sais pas quel est vraiment l'objectif derrière cet emailing, il y a peu de chances que ça fonctionne. Il faut également travailler sa base de contacts et faire ce qu'on appelle de la segmentation, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs groupes de clients en fonction de leurs besoins, de ce qu'ils ont acheté, est-ce que ce sont des nouveaux clients ou des clients qu'on a depuis 10 ans. On ne va pas envoyer les mêmes mailings. Puisque ça ne sera pas bien reçu. Aujourd'hui, on est vraiment dans un marketing qui doit être ultra personnalisé. Et moi, si je reçois un mailing, pour que j'ai envie de l'ouvrir, il faut qu'il y ait vraiment un objet qui suscite mon intérêt, qui m'interpelle moi, Fanny, et pas que j'ai l'impression que ce soit le même mailing qui a été envoyé à tout le monde. Donc, il faut que ce soit personnalisé, il faut qu'on ait un objet qui soit vraiment attirant. Il faut également suivre les analytics, c'est-à-dire que si vous vous rendez compte que sur votre mailing, vous avez un taux d'ouverture qui est très très bas, un taux de clic qui est très bas, un taux de désabonnement également qui est élevé pour le coup, ça veut peut-être vous indiquer que l'emailing n'était pas encore tout à fait optimisé et qu'il y a des choses à arranger. Donc, on ne va pas rentrer encore une fois plus en détail là-dessus, mais l'idée c'est que sachez que si vous avez envie de lancer une stratégie d'emailing, il faut quand même faire attention à certaines choses, définir des objectifs, travailler aussi ce qu'on appelle les boutons d'appel à l'action, les call to action, CTA aussi qu'on appelle en anglais. C'est très important aussi, les boutons d'appel à l'action, ils doivent être cohérents avec l'objectif que vous avez. Si votre objectif c'est que le client mette tel produit dans le panier, il faut que ce soit ce bouton d'appel à l'action qui apparaisse dans l'emailing. Ça sert à rien de donner trop d'informations, il faut vraiment aller à l'essentiel. On n'a pas des heures à passer à consulter les mails qu'on reçoit, donc il faut vraiment aller à l'essentiel, et c'est un petit peu ce qu'il faut retenir de ce sujet emailing.
Et on arrive à la fin de la présentation, donc il nous reste 10 minutes. Si vous avez encore des questions, des remarques sur ce qu'on vient de voir ou sur le programme Google Atelier Numérique de manière plus générale, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On reste encore quelques minutes avec Chloé si vous avez des questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et si je vois qu'il n'y a pas plus de questions, on conclura et on terminera la conférence tranquillement. Oui, j'avais pas vu la question en effet sur la différence entre l'emailing et la newsletter. Alors si vous cherchez sur internet, je sais que ça m'est déjà arrivé de chercher vraiment exactement la différence entre les deux. Il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs explications. Ce qui me paraît le plus logique et c'est ce que Chloé a répondu, c'est que la newsletter c'est vraiment un type d'emailing qui va avoir pour but d'envoyer de l'information, de donner vraiment du contenu informatif, alors que l'emailing aura un objectif beaucoup plus promotionnel. Mais après, dans l'emailing, on va avoir différentes catégories. On va avoir, par exemple, les emails que vous recevez quand vous avez créé un compte, pour confirmer votre compte, ou pour confirmer une commande que vous venez de passer. C'est dans la catégorie emailing également, et pour autant, c'est pas forcément de ça dont on parle aujourd'hui. Alors, y a-t-il une stratégie de référencement local possible avec Pinterest? Alors, Pinterest, c'est un réseau social qui peut être très efficace pour booster le trafic du site internet. Hein. C'est un réseau social qui a vraiment, qui répond vraiment à cet objectif d'envoyer un maximum de trafic vers le site internet. Donc, d'une certaine manière, si on a plus de trafic vers notre site internet, on a aussi plus de chances que les gens viennent ensuite dans notre point de vente. Mais une stratégie de référencement local directement sur Pinterest, c'est pas forcément le premier réseau social en tout cas qui le permet. Alors, peut-on mettre un formulaire Google Forms sur Instagram? Alors, on va pouvoir mettre un lien dans la biographie par exemple, ou en story à partir du moment où on a plus de 10 000 abonnés. Il faut savoir que sur Instagram, la possibilité de mettre des liens dans les posts classiques, dans les publications classiques, on n'a pas on peut mettre un lien mais il ne sera pas cliquable, donc l'utilisateur va rarement cliquer dessus. Ce qui marche bien, c'est de renvoyer vers des liens qui sont en biographie. Vous avez un outil qui s'appelle Linktree, qui vous permet justement d'avoir plusieurs liens dans la biographie. Petit aparté sur Instagram. Et sinon, à partir de 10 000 abonnés, vous avez ce qu'on appelle le swipe up qui vous permet de mettre des liens dans les stories. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez limité pour ça quand même Instagram. Et c'est aussi pour ça qu'on vous a parlé en priorité de Facebook pour le référencement local, d'autant que les utilisateurs ont encore beaucoup le réflexe, ont ce réflexe d'aller chercher une entreprise sur Facebook, plus que sur Instagram ou d'autres réseaux. Think with Google, Facebook. Ah oui, voilà, pour les outils de veille, tout à fait. Et sinon, après, vous pouvez aussi aller un peu plus loin sur les différentes stratégies qu'on a abordées aujourd'hui grâce à des blogs qui parlent de marketing digital. Vous avez le Journal du Net, par exemple, vous avez Siècle Digital, vous avez le blog du modérateur pour tout ce qui va être plus réseaux sociaux. Enfin, vous avez pas mal de ressources quand même sur Internet pour avoir plus de détails, notamment sur la mise en place des stratégies ou sur l'utilisation des outils. Vous avez très certainement par exemple des tutoriels qui vous expliquent comment créer votre première base de données ou votre premier emailing sur Mailchimp ou sur un autre outil qu'on a cité.
Si on n'a pas plus de questions, on va pouvoir conclure rapidement et là c'est à nous de vous demander un petit coup de pouce. On a un questionnaire de satisfaction que vous pouvez retrouver sur la slide en flashant le QR code ou sinon Chloé vous mettra bien évidemment le lien dans le chat. Cette enquête de satisfaction elle prend vraiment moins de 5 minutes. Pour avoir déjà testé, ça prend moins de 5 minutes. C'est traité, les réponses sont traitées de façon strictement confidentielle et nous, ça nous aide vraiment à optimiser notre programme de formation. S'il y a des petites choses qui vous ont plu, moins plu, etc., il faut vraiment pas hésiter à faire remonter tout ça. L'idée, c'est qu'on puisse optimiser vraiment encore plus notre programme de formation. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de répondre à cette enquête, n'hésitez pas à le faire. Ça prend encore une fois moins de 5 minutes. Et votre avis compte beaucoup pour nous. Et sinon, vous pouvez bien sûr vous inscrire à d'autres conférences. On a parlé de celle du référencement naturel qui a lieu cet après-midi à 16h ou celle des réseaux sociaux mercredi matin. Mais il y en a également d'autres qui sont au programme de la semaine ou des semaines à venir. Donc n'hésitez pas à participer à d'autres conférences en live sur YouTube, profitez-en. C'est accessible pour tout le monde en ce moment. Quand on reprendra dans les ateliers, ça sera peut-être plus aussi accessible, donc profitez-en maintenant. N'hésitez pas aussi à réserver un coaching individuel avec un des membres de l'équipe des coachs Google. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne ou alors vous pouvez appeler au numéro de l'atelier qui se situe le plus proche de chez vous. C'est-à-dire qu'on a un atelier à Rennes, un à Nancy, un à Saint-Étienne et un à Montpellier. Donc en fonction du lieu où vous vous situez, vous pouvez vous rendre sur le site de l'atelier le plus proche de chez vous et prendre un rendez-vous par téléphone directement si vous préférez le téléphone plutôt que prendre rendez-vous en ligne. Et puisque on n'a pas plus de questions a priori, on va pouvoir se dire au revoir. J'espère que cette conférence vous a plu, j'espère que ça vous permettra de générer plus de trafic dans vos points de vente. Je ne sais pas quels sont ces points de vente en question, mais en tout cas j'espère que ça vous aidera à développer vraiment votre présence en ligne pour générer plus de trafic en points de vente. J'espère que tout a été clair, que vous avez eu des réponses à toutes vos questions ou presque. Et j'espère aussi vous revoir dans une autre conférence en live ou peut-être à l'atelier de Montpellier quand ce sera le moment de réouvrir. Chloé vous a mis encore une fois toutes les informations dans le chat. Merci Chloé. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé à ce live. Merci pour vos différentes interactions dans le chat. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite bon appétit puisque c'est l'heure de manger pour la plupart d'entre nous. Et à très bientôt. Et merci bien sûr à Chloé pour sa réactivité et ses réponses utiles dans le chat. À très bientôt, au revoir. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Google Atelier Numérique. Je suis Pierre, votre coach Google. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire connaître votre entreprise sur Google et Google Maps en 5 minutes avec l'outil Google My Business. Cette vidéo est la première d'une série. Dans les prochains épisodes, nous verrons ensemble des conseils et astuces supplémentaires pour gagner en visibilité en ligne. Pour commencer, qu'est-ce que Google My Business ? Google My Business est un outil gratuit et simple d'utilisation qui permet aux entreprises et aux organisations de gérer leur présence en ligne sur Google. Google My Business vous permet de gérer la façon dont votre établissement apparaît dans les résultats de recherche Google et sur Google Maps. Les fiches d'établissement apparaissent en général lorsque l'internaute effectue une recherche sur le nom de votre entreprise. Mais elles apparaissent aussi sur des recherches plus génériques. Par exemple, si je cherche boulangerie à Montpellier, une liste d'établissements va apparaître classée selon leurs avis, leur pertinence et leur localisation. Tout l'intérêt d'utiliser Google My Business est d'avoir une fiche bien présentée et à jour pour remonter dans les résultats de recherche des internautes intéressés par vos produits, vos services ou votre entreprise. En résumé, Google My Business permet de remplir 3 objectifs principaux. Premièrement, gérer vos informations en ligne. Gérer les informations présentées aux utilisateurs de Google qui recherchent votre entreprise, vos produits ou vos services.
Une fois qu'ils vous trouveront sur la recherche Google ou sur Google Maps, vos internautes auront accès à des informations comme votre adresse postale, votre numéro de téléphone ou vos horaires d'ouverture. Deuxièmement, interagir avec vos clients. Vous pouvez consulter les avis que vous auront laissés vos clients et y répondre. Vous pourrez également publier des photos de votre établissement, de vos produits ou de vos services. Les entreprises qui partagent des photos de leurs produits enregistrent en moyenne 42% de demandes d'itinéraires supplémentaires depuis Google Maps et 35% de clics en plus sur leur site web. Troisièmement, analysez et développez votre présence en ligne. Obtenez des informations sur la manière dont les internautes recherchent votre établissement et d'où ils viennent. Vous avez ainsi accès à toute une série de statistiques utiles. Par exemple, vous pouvez connaître le nombre exact de personnes vous ayant directement contacté depuis la recherche Google ou bien depuis Google Maps. En parallèle, vous pouvez développer la notoriété de vos produits et services avec des campagnes intelligentes et suivre leurs performances. Maintenant que nous avons vu ensemble les possibilités qu'offre un outil comme Google My Business, comment savoir si vous possédez déjà une fiche ou si vous devez en créer une? Il suffit simplement de taper dans la barre de recherche Google ou dans Google Maps le nom de votre établissement et vérifier si une fiche apparaît. Si votre fiche a déjà été validée, comme c'est le cas ici pour Google Atelier Numérique Rennes, vous pouvez revendiquer votre fiche en cliquant sur « Revendiquer cet établissement » ou sur « Vous êtes le propriétaire de cet établissement ». N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche à votre écran et à suivre la procédure de revendication de votre fiche. Si aucun lien « Revendiquer cet établissement » ou « Vous êtes le propriétaire de cet établissement » ne s'affiche, il est probable que vous soyez déjà propriétaire de votre établissement. Auquel cas, cherchez sur la fiche le badge « Gérer ce profil d'établissement ». Si aucune fiche n'apparaît, comme c'est le cas ici pour Google Atelier Numérique Dijon, il faudra la créer. Une fois votre fiche créée, vous pourrez maîtriser, modifier et mettre à jour les informations importantes de votre entreprise. Par exemple, vous pourrez rajouter des photos, maîtriser les horaires d'ouverture et bien d'autres éléments. Ce qui permettra de rendre votre fiche visible auprès des internautes. Maintenant, place à l'action. Il est temps de créer sa fiche Google My Business. C'est parti, faisons-le ensemble. Imaginons que je viens d'ouvrir un atelier numérique Google à Dijon. La première étape est de se rendre sur le site Google My Business. Pour ce faire, je tape simplement dans ma barre de recherche Google My Business. Tout commence ici. La création de votre profil est la première étape pour faire apparaître votre fiche d'établissement sur le moteur de recherche Google et sur Google Maps. Vous recevrez un courrier sous 14 jours vous invitant à valider que vous êtes bien propriétaire de votre établissement. Le statut de votre demande est directement disponible depuis l'interface Google My Business. Une fois sur le site, il faut vous connecter ou créer un compte avec l'adresse email que vous souhaitez lier à votre fiche Google My Business. Ensuite, tapez le nom de votre établissement, ici Google Atelier Numérique Dijon. Puis, choisir la catégorie principale de votre établissement parmi celles qui vous sont proposées. Par exemple, restaurant, hôtellerie, coiffeur et bien d'autres. Gardez à l'esprit qu'il faut être le plus précis possible et rajouter des catégories secondaires. Dans certains cas, on ne trouve pas de catégorie qui nous correspond. Il faudra tout de même bien spécifier la nature de l'activité et trouver la catégorie la plus proche. La prochaine étape est de choisir si vous recevez du public ou non. La différence étant que si vous recevez du public, votre adresse apparaîtra sur votre fiche. Si ce n'est pas le cas, au lieu d'une adresse physique, vous remplirez une zone desservie. C'est ce qu'on appelle la zone de chalandise. Je clique à nouveau sur Suivant pour entrer mes coordonnées. Je peux alors renseigner l'URL de mon site web. Si je n'en ai pas, il me sera demandé si j'en ai besoin. Dans ce tutoriel, nous ne couvrirons pas la question de la création de site web, mais nous y reviendrons dans un prochain épisode. Pour le moment, vous pouvez cliquer sur « Je n'en ai pas besoin ». La dernière étape est la finalisation du processus de validation. Il existe plusieurs méthodes de validation. La plus utilisée est l'envoi d'un code par voie postale. Voici à quoi ressemble ce courrier. Une fois reçu, vous pouvez l'ouvrir et renseigner le code à l'adresse suivante google.com/verifymybusiness. Rendez-vous sur cette adresse via le compte Google avec lequel vous avez créé votre établissement. Renseignez alors le code de validation.
Évitez de multiplier les demandes car cela change à chaque fois le code en question. Le délai de réception est normalement de 5 à 10 jours. Pour certains types d'établissements, il existe d'autres modes de vérification. Vous pouvez par exemple recevoir un appel ou un SMS qui vous donnera le code de vérification. En cliquant sur Continuer, vous accédez à l'interface. Ça y est, vous avez créé votre fiche Google My Business. Mais même en attente de validation, vous pourrez continuer à renseigner des informations utiles, comme par exemple vos horaires d'ouverture. En résumé, avoir une fiche Google My Business vous permet d'apparaître sur les requêtes des internautes intéressés par vos produits, vos services ou votre entreprise. C'est un moyen efficace de toucher de nouveaux prospects. Avoir une fiche à jour sur Google My Business vous permet de présenter des informations exactes à vos clients. Une fois que vous avez reçu la validation de votre fiche, vous pouvez alors la compléter avec les informations manquantes. Nous nous retrouvons dans une seconde vidéo pour voir comment faire. Merci et à bientôt.